Bienvenue au webinaire en langue française du WDI, l'organisation mondiale qui défend les droits des femmes basés sur le sexe. Parce que les femmes subissent des violences en fonction de leur sexe et non pour des raisons métaphysiques liées à un ressenti quelconque. C'est pour cette raison que le WDI est à l'origine de la Déclaration des droits des femmes basés sur le sexe. Notre déclaration réaffirme les droits des femmes tels qu'ils ont été présentés dans le CEDEF, la Convention de l'ONU pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Notre déclaration compte déjà plus de 37 000 signataires à travers le monde, provenant de 160 pays, et ce chiffre augmente de 200 signatures par semaine. Nous vous invitons à signer à votre tour la déclaration si ce n'est déjà fait. Vous pouvez poser vos questions dans l'application questions-réponses de Zoom. Aujourd'hui, nous recevons Bronwyn Winter, qui est une militante féministe qui vit à Sydney, en Australie, et qui est en France actuellement pour notre plus grand plaisir. D'ailleurs, elle revient presque tous les ans à Paris, où elle a continué à participer à des initiatives féministes et lesbiennes, dont, en 2011, la participation à l'Assemblée générale féministe constituée pour préparer des manifestations contre Dominique Strauss-Kahn, accusée alors de viol, ainsi qu'à la même époque l'accueil des lesbiennes réfugiées. Elle est intervenue également dans de nombreux colloques féministes francophones, y compris celui qui s'est tenu à Nanterre en 2018. Bronwyn, ton activité professionnelle s'est déroulée depuis les années 90 en Australie, ton pays d'origine. Maintenant retraitée, tu fus enseignante-chercheuse à l'université de Sydney. Tu as publié en 2020 The Political Economy of Same-Sex Marriage, a Feminist Critique, le 30 décembre 2020. On vous met le lien, bien sûr, dans le chat. En 2017, Women, Insecurity and Violence in a Post-9 Charles 11 World. En 2008, Hijab and the Republic Uncovering the French Headscarf Debate. Excusez mon accent français. Également, un lien dans le chat. Et en 2002, tu étais à l'initiative du premier recueil international de textes féministes sur le 11 septembre 2001 et la soi-disant guerre contre la terreur, que tu as co-dirigé avec Suzanne Hawthorne en septembre, le 11 septembre 2001, bien sûr, Féministe Perspective. Également un lien dans le chat. Mais tu as aussi contribué à un nombre considérable d'ouvrages, écrits nombre d'articles, y compris en français, puisque tu maîtrises parfaitement notre langue à l'oral comme à l'écrit. Par exemple, en 1999, tu es intervenu en séance plénière au colloque cinquantenaire du deuxième sexe, organisé par Christine Delphi et Sylvie Chaperon. Une version plus développée de cette intervention a été publiée par la suite dans Nouvelles questions féministes. Aujourd'hui, nous aimerions t'interroger sur les points suivants. Première question, comment es-tu devenue critique du genre, à titre personnel, dans tes projets d'études, à l'université? Je te laisse la parole. Merci Bronwyn d'être avec nous aujourd'hui. Bon, pour commencer, je ne suis pas critique du genre, je suis abolitionniste du genre parce que le genre, c'est une fiction sociale et c'est une fiction, je vous le rappelle, qui a été créée par un sexologue d'origine néo-zélandaise mais qui a travaillé aux États-Unis qui s'appelle John Money. Et c'est lui, dans les années 50-60, qui a inventé ce concept appliqué aux rôles sociaux, attribués aux hommes et aux femmes.
Ensuite, elle a cofondé la première clinique de genre à Johns Hopkins University en 1965 aux États-Unis. Donc, elle est quand même responsable de ce foutu concept qui, par la suite, s'est généralisé. Il y a certaines féministes, notamment libérales, qui s'en sont emparées, ainsi que les Nations Unies. On ne parlait plus de violences faites aux femmes, on parlait de violences basées sur le genre. Donc, depuis très longtemps, je déteste ce terme, même si j'ai été obligée de l'employer dans le cadre des études universitaires et autres. D'autant plus qu'en anglais, quand on dit sexe, ça porte à confusion parce que ça veut dire aussi rapport sexuel. Hein. Donc, ça peut, bon, ça peut être un petit peu malheureux des fois quand les sexes sont contextualisés. Voilà. Mais bon, cette critique, quand même, il y a une chercheuse australienne qui s'appelle Denise Thompson, c'est Denise Thompson, Thompson. Elle a son propre site web. Si j'y pense, je vais mettre le lien dans le chat. Mais elle a fait une très bonne critique de l'utilisation de ce terme dans le milieu féministe. Elle parle aussi de John Money dans l'un de ses bouquins. Voilà. Donc, je ne garde pas de souvenir particulier du moment où j'ai pris conscience de ce terme, mais disons que ça remonte assez loin. Voilà. Réponse à la première question. Ça va? Oui, tu es à l'origine d'une organisation australienne Feminist for Women's Rights, dont on va mettre également le lien, dont la déclaration sur la première page est claire. Alors, traduite en français, bien sûr, ça donne qu'elles viennent de la gauche ou du centre libéral sous la forme de l'identité de genre ou de la droite conservatrice ou religieuse sous la forme d'un retour au traditionnalisme de genre, l'idéologie du genre représente une attaque contre les droits durement acquis des femmes. Nous sommes ici pour résister à ces attaques et pour lutter pour l'avancement des droits des femmes dans un contexte plus large de justice sociale et économique pour tous. Peux-tu nous dresser un état des lieux des avancées de la transidéologie en Australie et des actions féministes entreprises pour s'y opposer? Voilà. Oui, bien sûr. Bon, là, je viens de vous montrer le site web de la SOS, mais je vais le remettre tout à l'heure. Mais bon, ça remonte loin quand même. Et il faut savoir que le champ de bataille du mouvement trans, leur terre d'élection au début, c'était le milieu lesbien. Hein. Faut être clair là-dessus. Ils ont fait de l'entrisme dans des groupes lesbiens depuis les années 90, voire fin des années 80. On a eu de gros débats en Australie au début des années 90 et à ce moment-là que j'ai été interpellée par cette question, même si ça me fait vraiment chier de leur donner autant de mon intention, parce que je préfère quand même me préoccuper des questions relatives aux femmes, aux violences faites aux femmes de tout genre. Il n'y a pas de tout genre, bon, sens propre du terme. Il n'y a pas que les trans, il y a plein d'autres questions qui touchent aux femmes. Il y a la pauvreté, il y a la violence masculine plus généralement, il y a tellement de problèmes. Et leur donner autant de mon énergie, je trouve ça assez navrant. Mais on a eu de gros débats. Ce qui est le plus navrant, c'est que dans les années 90 en Australie, et comme maintenant, c'est le cas aussi dans les milieux féministes et lesbiens, il y a eu de gros clivages au sein du milieu lesbien, du mouvement lesbien en Australie. Hein. Donc, il y a des engueulades, mais vraiment des engueulades. Les femmes se crient dessus sur l'inclusion ou non des hommes avec une identité de genre femme dans les milieux féministes et lesbiens et notamment dans les rencontres non mixtes, hein, ou qui auraient été non mixtes lesbiennes. Moi, j'ai été impliquée dans un projet à Sydney, c'était vers le début des années 90. Il y avait un projet de collecte de fonds pour acheter un local, carrément acheter. Alors, étant donné la flambée des prix à Sydney, c'était quand même c'était très ambitieux, hein, parce que Sydney, c'est une ville qui coûte très cher.
Donc, il y avait ce projet-là. La femme qui était à l'origine, donc il y avait un comité qui a été constitué avec beaucoup de lesbiennes, de féministes radicales, etc. Sauf que celle qui était à l'origine du projet, qui avait lancé l'idée, était très amie avec le milieu trans. Et sans se référer au comité ni au milieu lesbien plus généralement, elle a promis à ses amis trans que ces personnes auraient accès au local lesbien. Or, s'en est suivi un psychodrame, hein, dans le milieu lesbien à Sydney, c'est le mot qu'on peut utiliser. C'était vraiment ça, il y a eu des débats, mais houleux, pendant plusieurs mois. Alors, à la fin, ce qui s'est passé, il y a eu un comité qui était majoritairement contre l'inclusion des personnes trans dans l'association ou les lieux, sauf qu'il y avait une minorité qui était pour. C'était très, très, très difficile. On avait du mal à survivre. Le local a été vendu à la fin et maintenant il y a un fonds de financement d'initiatives lesbiennes, des petites subventions de $2000 par-ci, par-là pour des petites initiatives lesbiennes. Et c'est maintenant, c'est des femmes pro-trans qui ont repris le contrôle de ce fonds-là. Donc, c'est le fonds ce qui reste de la collecte pour le local. Voilà, donc ça, c'était plutôt malheureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le mouvement trans, bon, se tait pendant une certaine période, mais il revient au galop, comme en France, comme au Royaume-Uni, comme aux États-Unis, comme au Canada, hein, comme on aime l'appeler en Australie. Au galop, il y a une dizaine, quinzaine d'années. Et comme vous savez sans doute aussi, on a commencé à faire de l'entrisme dans les institutions à l'aide d'une firme qui s'appelle Denton's Law Firm, qui avec Thomson Reuters a fait un document comment faire de l'entrisme dans les institutions, comment faire du lobbying, comment construire votre propagande. Et ils se sont servis de ce document. C'est un document qui a été rédigé pour eux. En plus, ils bénéficient de beaucoup de financement des organisations genre George Soros et compagnie. En plus, comme vous le savez très bien, des organisations auparavant gays, comme Stonewall au Royaume-Uni, comme Acon en Australie, sont devenues très pro-trans. Dans le trans, c'était vraiment, c'était de l'entrisme et ils ont utilisé les droits des homosexuels et lesbiennes comme une sorte de cheval de Troie pour s'introduire comme dans les institutions. Et vous êtes bien au courant, je ne vous apprends rien. Donc, en Australie, le problème, c'est qu'en Australie, c'est la gauche, un peu comme ici, euh, c'est la gauche qui marche à fond hein, dans ce discours-là. Et il y a tous les mythes qui circulent sur les trans, victimes de meurtre, ils vont se suicider s'il n'y a pas de transition des enfants, et patati et patata. Bon, ils digèrent tous ces mythes sans me poser des questions là-dessus. Donc, notre problème en Australie, Australian Feminists for Women's Rights a été fondé il y a 2 ans, juste avant l'élection fédérale, parce que c'est un système Westminster en Australie qui ressemble beaucoup au Canada, en fait, dans son système de gouvernement, c'est-à-dire une certaine indépendance au niveau des États qui étaient des anciennes colonies hein, différentes. Donc, les États ont gardé leur indépendance d'anciennes colonies, si vous voulez, et puis ont été fédérés dans un État national au moment de l'indépendance au début du XXe siècle. Donc, il y a une certaine autonomie des États. Donc, ce qui s'était passé en 2022, donc 2022, c'était, on avait un gouvernement qui était très à droite, la droite dure, hein, l'aile droite de la droite. C'était pas encore l'extrême droite, mais c'était quand même la droite, très conservatrice, et on voulait s'en débarrasser. Donc, on voulait soutenir le Parti travailliste, on voulait qu'il gagne. Mais on voulait quand même essayer de l'influencer en ce qui concernait la question de trans. Or, ce qui s'est passé, et ça c'est un petit peu la raison d'être, la raison pour laquelle on a fondé ce groupe, il y a une candidate qui avait
une femme qui avait cofondé une organisation pour sauvegarder les sports des femmes en Australie, Save Women's Sports Australasia, qui s'appelait Catherine Deves, si vous voulez. Et elle a décidé de se porter candidate pour le Parti libéral. Alors, le Parti libéral, c'est les conservateurs en Australie, donc la droite dure. Hein. Et bon, il y a une aile plus modérée de ce parti, mais c'était la droite dure qui avait le contrôle. Et elle était du côté de la droite dure. Par rapport à d'autres questions politiques, elle est vraiment très à droite, cette femme. Mais donc, elle s'est affichée sur une plateforme d'opposition au lobby trans. Et surtout la transition des enfants, les hommes avec une identité trans dans les sports de femmes, etc. Donc, cette femme annonce sa candidature et du coup, ça devient ce qu'on appelle en anglais un political football. Donc, ça devient une sorte de jeu politique. Tout le monde en parle et ça représente en fait une distraction, hein, parce qu'il y avait des questions tout aussi graves ou même plus graves sur lesquelles il fallait quand même se pencher. Donc cette question, donc il y a les Verts qui sont on défend les droits des trans, trans leur vie n'est pas un débat, ils ont le droit de... Bon, vous connaissez les discours. Hein? Donc, c'est les Verts qui ont ce discours-là, un peu genre et les filles, bon, la gauche, les gauchistes en France. Et puis, il y avait une manifestation en République pro-trans aujourd'hui. Je suis passé devant. Bref. Donc, il y a des Verts avec leur plateforme très pro-trans et il y a eu des scissions à l'intérieur des Verts à ce moment-là aussi parce qu'il y avait des femmes qui faisaient partie des Verts, qui étaient très critiques par rapport à cette idéologie, à la défense inconditionnelle de l'idéologie trans. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes chez les Verts là-dessus. À droite, il y a cette femme candidate, figure de proue de ce mouvement anti-trans à droite. Alors, donc le Parti travailliste, quand on pose la question au candidat qui est le Premier ministre actuel, que je connais personnellement d'ailleurs, pas très bien, mais je le connais, qui s'appelle Anthony Albanese, c'est mon député, hein, parce qu'avec le système Westminster, les députés sont aussi des ministres. Hein. Donc, c'est mon député, le cas de ma circonscription. Et chaque fois qu'on lui posait la question, qu'est-ce qu'une femme? Bon, elle a répondu, bah, c'est quand même une femelle de l'espèce humaine adulte. Hein, donc, c'était la réponse qu'on aurait voulu. Mais il a quand même, lui et tout son parti, ils ont essayé d'éviter de parler de la question parce qu'en fait, ça allait dérailler toute l'élection. Et c'est ce qu'on ne voulait pas. Mais le problème, c'est que l'opposition au lobby trans était devenu le terrain privilégié de la droite, et de la droite mainstream, hein, la droite majoritaire. Donc, on s'est dit, non, mais ça suffit comme ça, parce qu'on est beaucoup de femmes, de féministes de gauche, de lesbiennes de gauche, dont des membres des Verts et des membres du Parti travailliste. On ne veut pas de ça. Donc, il faut que nos partis le sachent et il faut que bon, le public le sache aussi, parce que, comme vous savez très bien, tout cela se passe sans que le grand public soit au courant. Hein. Donc, on légifère en faveur des trans et en faveur de la transition des enfants sans que le public soit tellement au courant. Hein, avant que ça leur arrive dans leurs écoles et les enfants ils rentrent et disent moi je suis non-binaire, moi je suis trans, ou moi je suis pansexuel et des bêtises de ce genre que les enfants reviennent à la maison raconter à leurs parents. Donc, on s'est constitué un groupe pour faire un peu de lobby auprès du gouvernement futur, et c'est le gouvernement actuel, ils ont gagné, sur cette question, parce qu'on s'est dit, c'est l'occasion rêvée, les travaillistes sont au pouvoir partout en Australie, sauf en Tasmanie, dans tous les États et au niveau national, c'est peut-être l'occasion rêvée de changer la conversation. Bon, c'était notre grand espoir. Le premier travail qu'on a fait, et je vais encore partager le site web pour vous montrer, vous pouvez aller sur le site web et télécharger aussi. Hein. Donc, je vais partager l'écran. Donc là, on a le premier
la première initiative, c'était, oh non, la toute première, c'était la défense d'une femme très connue des Verts qui avait été limogée en fait, qui avait été enlevée elle était coordinatrice, state convener, coordinatrice leader des Verts au niveau de l'État de Victoria, mais pas au niveau du Parlement, mais au niveau des militants. Et d'autres sont intervenus pour la limouger, en fait, ou bah, elle a démissionné parce qu'il y avait une pression contre elle euh, en raison de ses critiques de l'idéologie transgenre. Donc, la première action, c'était prendre la défense de cette femme. Deuxième action, et c'est pour ça qu'il a fallu trouver un nom très, très, très vite. Donc, Australian Feminist for Women's Rights, quand on abrège, on dit les initiales, ça devient AFOWA. Et on aime bien parce que l'acronyme comprend le mot forward en avant, ce qui me plaît assez. Mais donc, on a trouvé ce nom très rapidement pour faire cette action-là. Donc, au mois de juillet 22, moi, c'était mon idée. Je voulais faire ça parce que j'en avais marre d'entendre cette mythologie sur les trans. Ils vont se suicider s'ils ne sont pas transitionnés. Les bloqueurs de puberté sont sans risque. Il n'y a pas de risque pour les femmes. Il y a tellement de meurtres des trans. Tout cela, hein, tous ces mythes-là. Donc, on voulait casser un petit peu ces mythes. Donc, on a fait cela. Donc, on a pris 10 mythes. On a démenti ces mythes avec recherche à l'appui, hein, avec des exemples à l'appui, et on a envoyé ce dossier au Premier ministre et à 22 autres ministres. Aucune réponse, aucun engagement de la part du gouvernement fédéral. Donc, c'était assez navrant. On l'envoie ensuite à la presse, aucun engagement de la part de la presse. Donc, il y a de quoi désespérer, hein. Donc, mais on a continué, on a quand même fait, bon, donc tout ce qu'on a fait depuis 22, des submissions, to put in a submission. Alors, j'ai cherché désespérément une traduction française, mais il n'y a pas de traduction exacte. C'est quand le gouvernement a un projet de loi, ou fait une enquête, ou les Nations Unies appellent à une contribution sur tel ou tel sujet, ça veut dire call for submissions ou to make a submission en anglais. Ben, faire une soumission en français, ça ne va pas du tout. Donc c'est des papiers, des contributions, des présentations écrites sur telle et telle question en réponse à un appel, soit de la part d'une enquête gouvernementale, soit sur un projet de loi, soit de la part des Nations Unies. Donc voilà, alors on a fait tout ça. Donc, c'est au niveau des États. DFAT, c'est Department of Foreign Affairs and Trade, donc Affaires étrangères. Donc, il y avait New International Gender Equality Strategy. Bien sûr, il y avait les trans un peu partout. Donc, donc, il y a tout ça. Donc, on a fait quand même pas mal de textes. Ce texte-là sur le Human Rights Framework, c'est un travail très important. C'est un dossier de 70 pages. Et c'est pas que sur le trans, c'est sur plein de choses touchant aux droits des femmes. Et on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais bon, si vous avez envie de le lire, que vous lisez anglais, je vous le conseille. Donc, protestation contre l'Organisation de santé mondiale, je ne sais pas si vous êtes mondiale de la santé, pardon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils avaient décidé de constituer un comité avec des experts sur les LGBT, avec beaucoup de personnalités du lobby trans. Et je pense qu'il y avait un Canadien, je ne dirais pas une Canadienne parce que c'est un mec, qui est très connu, qui en faisait partie. Les Canadiennes qui sont présentes pourraient sans doute en parler. Donc, il y avait une protestation mondiale. L'OMS a fait un petit peu marche arrière, ce qui est bien. Donc, on a tout ça. Et c'est un petit peu ce qu'on a fait en ce moment. Donc, en ce qui concerne la législation sur les questions trans, c'est au niveau des États que ça se passe. La loi fédérale qui permet les lois des États, c'est le Sex Discrimination Act. Donc, c'est la loi contre les discriminations basées sur le sexe. C'est une loi de 1984, mais qui a été, il y a eu des amendements en 2013
Et c'est un gouvernement travailliste qui a introduit ces amendements, pardon, qui pour enlever les définitions de male and female, hein, d'homme et de femme. Et ils ont introduit le concept d'identité de genre. Et identité de genre est définie comme le sens qu'on a de son propre genre, c'est-à-dire on utilise le mot pour définir le mot, c'est complètement circulaire, hein? Donc c'est un terme qui n'est pas défini, le sexe n'est pas défini du tout, donc et il n'y a pas du tout de, de texte de loi sur que faire en cas de conflit, hein? En conflit de droit, en conflit de revendication, hein? Que faire? Donc il n'y a rien. Et en fait, quand le gouvernement a introduit ces changements de la loi de Sex Discrimination Act, il y avait une note explicative pour bien préciser que c'est le genre qui allait l'emporter sur le sexe. Donc, c'était assez clair. Et c'est cette loi-là qui maintenant donne la permission à tous les États faire ce qu'ils veulent en fait. Donc, on a dans beaucoup d'États travaillistes, et c'est malheureux, dans beaucoup d'États travaillistes, il y a eu des lois qui ont été adoptées très, très rapidement avec très peu de consultation du public sur, c'est-à-dire conversion therapy bans. Conversion therapy bans, c'est interdire la conversion des enfants. Donc, encore une fois, c'est une question de cheval de droit parce que la question affichée, c'est la conversion des enfants homosexuels et lesbiennes, bien sûr, hein. Donc, on ne veut plus ces pratiques-là, c'est très méchant, c'est très néfaste, on ne veut plus, mais il n'y en a plus quasiment de toute manière. C'est une pratique qui a été discréditée depuis longtemps. Ça existe dans certains milieux très religieux, mais ce n'est pas une pratique du moins médicale qui perdure, hein. Mais c'était bon, on n'en veut pas, c'est clair. Donc, on a introduit cette loi qui paraît bien pour introduire derrière la conversion des enfants en trans. Donc, on ne peut pas convertir les enfants basés contre leur identité de genre. Donc, si un enfant dit qu'il ou elle est trans, il faut le croire, il faut affirmer, il faut procéder à des bloqueurs de puberté, à la transition sociale, etc. Et dans certains États, si on n'affirme pas, si on propose de attendre un petit peu, que ce soit le corps médical ou les parents, si on propose d'attendre un petit peu, parce que ça peut être des enfants de 10 ans, hein, donc c'est des personnes qui sont immatures, qui sont pas à même de vraiment comprendre la portée et les ramifications de ces questions-là. Alors si on n'affirme pas tout de suite, on risque des amendes et des peines de prison. L'État de Victoria, c'est pire. Jusqu'ici, que je sache, il n'y a pas eu de peine, hein, contre ni des psychiatres, ni des médecins, ni des parents. Mais ce qui se passe, c'est que les psychiatres et les médecins ont peur. Ils ont peur de ne pas affirmer, ils ont peur de la prison, ils ont peur des amendes. Donc, ils se taisent, hein. Donc, ça a un effet de censure, en fait, hein. Et dans le cas de Queensland, pareil. Donc, en Nouvelle-Galles du Sud, en pleine campagne en Nouvelle-Galles du Sud, on a perdu sur la transition, donc la loi sur la transition. Donc, je vous montre la page. La transition. Donc là, il y a une loi sur la transition, Conversion Therapy Bans, qui s'apparente à la loi victorienne, à la loi du Queensland aussi. Mais en Nouvelle-Galles du Sud, c'est un petit peu moins féroce en ce qui concerne les peines et ça donne un petit peu plus de marge de manœuvre, mais un petit peu seulement. Et surtout, il y a des concessions qui sont faites aux lobbies religieux, parce qu'il faut comprendre, en Australie, il y a beaucoup de travaillistes qui sont cathos, hein. Et il y a des protestants aussi, mais il y a quand même un élément catholique assez important dans le Parti travailliste. Et bon, ça a à voir avec l'histoire de la colonisation, des déportations des prisonniers irlandais, etc. Donc, il y a quand même une tradition de catholique de gauche en Australie. Et ils sont très sensibles
hein, au lobby religieux, au lobby chrétien dans son ensemble, qui est assez puissant, même si le pays, on est plutôt athée hein, qu'autre chose, on est plutôt non-croyant en Australie, mais les lobbies religieux ont beaucoup de pouvoir. Il y a aussi les lobbies religieux de l'islam, du judaïsme et d'autres religions. Hein. Et c'est aussi, ces lobbies aussi sont très actifs dans les circonscriptions travaillistes. Donc, le gouvernement travailliste fait des concessions aux lobbies religieux, mais pas aux autres. Donc, on en est là. Il y a la loi sur la conversion qui a été adoptée en Nouvelle-Galles du Sud. Pour l'instant, maintenant, on fait campagne contre une loi sur le sex self-ID, l'auto-identification. Les lois ont déjà été adoptées dans d'autres États. L'auto-identification, ça veut dire que, bon, sur simple déclaration, moi, j'ai vécu en tant que, de sexe féminin, j'ai vécu en tant qu'homme, ou de sexe masculin, j'ai vécu en tant que femme pour telle période, 12 mois, et signature de témoin, et après, on peut faire changer rétroactivement son acte de naissance. Hein. Et donc, c'est ça qu'il y a un indépendant. Donc, c'est pas un travailliste qui a introduit ce projet de loi en Nouvelle-Galles du Sud, ce qui peut nous aider, parce que personne ne l'aime, ce mec. Mais bon, il a un rapport de force parce que le gouvernement travailliste en Nouvelle-Galles du Sud est minoritaire. Donc, il a besoin des indépendants et des Verts pour gouverner. Donc, c'est indépendant. Donc, il y a de tout. Hein. C'est une loi qu'on appelle omnibus. Donc, il y a de tout. Hein. Il y a de tout et de n'importe quoi. Donc, il y a la GPA, il y a la prostitution, il y a les mineurs qui peuvent aller se procurer des bloqueurs de puberté, peuvent aller voir le magistrat pour avoir la permission de se procurer des bloqueurs de puberté sans l'accord des parents, etc., etc. Et ce genre de pratique, déjà la transition sociale, ça existe dans les écoles, dans certains lycées en Nouvelle-Galles du Sud, on a quand même des documents là-dessus. Et c'est assez grave. Donc voilà. Et on en est là. On en est là. C'est extrêmement frustrant parce qu'on est de gauche. On ne veut pas s'allier avec la droite, hein, pas question. En Nouvelle-Galles du Sud, on a quand même dialogué avec des représentants, des députés de droite, parce qu'on n'avait pas tellement de choix. Il fallait quand même un interlocuteur qui nous écoute. Mais on a été très clair sur notre position politique. Et quand on a écrit au gouvernement, aux membres du gouvernement travailliste, on était, on a voté pour vous maintenant, hein, il faut nous écouter. Et, mais ils ne nous écoutent pas. Au début, il y avait une ouverture, mais après, il y a la ligne du parti, parce que bon, le parti travailliste, il y a la ligne du parti, et on maintient la ligne du parti, et si on vote contre le parti, on est expulsé du parti. Et les travaillistes sont encore plus durs que d'autres partis là-dessus. Donc, ce n'est pas encore les communistes, mais presque. Hein. Donc, la ligne du parti, c'était la ligne majoritaire, c'est donc il faut donner au lobby trans tout ce qu'ils veulent. Alors, on en est là, mais ce n'est pas pour autant qu'on va aller danser avec la droite, hein, parce qu'on sait où on s'amène, et en tant que femme, ça va pas mener très loin. En fait, ça va nous mener. Moi, j'ai dit parfois, il y a une expression en anglais. Between the devil and the deep blue sea, entre le diable et la mer bleue profonde. Et ça veut dire que bon, on est coincé entre deux difficultés graves. Et moi, j'ai dit entre le diable et la mer, je choisis la mer parce qu'au moins je peux nager. Et il y a des possibilités que je serai sauvé aussi. Mais en enfer, on brûle. Hein? Donc, il n'y a pas d'espoir. Donc, les travaillistes, la gauche politique, politicienne, c'est un petit peu la mer bleu profonde qui est difficile, bon, il y a des requins, il y a d'autres problèmes, on est très loin de la terre, donc il y a de risques de noyade, mais au moins il y a une possibilité hein, qu'on survive. Voilà, on en est là et on continue à lutter, on continue à envoyer des dossiers. On connaît très bien Reem Al-Salem, qui est la rapporteuse spéciale, la rapporteure, si vous voulez, spéciale sur
sur les violences faites aux femmes et aux filles. Elle est très, très courageuse, comme vous savez sans doute. Elle s'est exprimée à plusieurs reprises sur la suppression de la liberté d'expression des femmes, sur les violences qui nous sont faites, y compris par le lobby trans. Et elle a été extrêmement courageuse. Et évidemment, il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup d'hostilité à son égard. Mais elle tient le coup et continue à nous défendre. Donc, on essaie de la soutenir aussi quand on fait un appel à contribution. Dernièrement, il y avait un appel à contribution pour un rapport qu'elle va faire aux violences faites aux femmes dans le sport. Évidemment, on l'a fait. Le sport, ce n'est pas notre spécialité, mais on l'a fait. Et on a parlé des violences faites aux femmes dans le sport, notamment dans la gymnastique, parce que bon, le harcèlement sexuel dans la gymnastique, c'est quand même assez connu. Et ça continue. Il y a eu des enquêtes en Australie et c'est très grave. Donc, on a parlé de toutes sortes de violences, pas que le trans, mais bon, la participation des personnes de sexe masculin dans les sports de femmes, évidemment, faisait partie de notre dossier. Voilà ce qu'on fait. C'est désespérant, un certain, mais bon, il faut continuer. Faut continuer. Hein. Donc, les suffragettes, il y en a qui ont donné leur vie pour avoir le vote. J'espère qu'on n'ira pas jusque-là quand même, mais il faut tenir le coup. Parce qu'on sait que c'est un travail de longue haleine, ça ne va pas changer du jour au lendemain. Et si on ne tient pas le coup, si on ne s'exprime pas, alors les femmes, les jeunes, les femmes qui se cherchent, les jeunes lesbiennes, parce que la plupart des enfants trans, comme vous le savez très, très bien, donc il y a une augmentation euh, importante du nombre de filles maintenant qui se disent trans. Donc par rapport aux garçons, ils sont nettement majoritaires. Et selon toute la recherche qu'on a pu consulter, la majorité de ces enfants, si on les laissait tranquilles, seraient vraisemblablement lesbiennes ou gays. Hein. Donc en fait, c'est un mouvement, entre autres, fort homophobe. Hein, misogyne, ça va sans dire, mais homophobe aussi, et lesbophobe. Donc, si on ne tient pas le coup, alors les jeunes femmes qui sont à la recherche d'autres réponses, hein, et il leur faut quand même il leur faut, d'autres discours que le discours trans. On ne peut pas les laisser patauger là-dedans. Voilà, c'est tout pour l'instant. Vous avez des questions? Oui, voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Et juste pour ces jeunes adolescentes qui veulent transitionner, effectivement, on est à 76% hein, d'adolescentes, hein, ce qui est assez dramatique sur cette augmentation, effectivement, des filles qui pensent qu'elles pourraient, qu'elles devraient, qu'elles seraient des hommes. Alors, y a-t-il des questions? Marie, je te laisse, ou Marie-Joseph. Oui, oui, il y a une question qui est posée, c'est quel est leur but selon toi à ce lobby trans en fait? Parce que tu dis qu'il est, bah voilà, effectivement, depuis 10 ans, il revient en force vraiment partout. À ton avis, quel est leur objectif à faire tout ça? On peut se poser la question. Ben, je crois que dans l'imaginaire public, les pauvres petits trans qui souffrent, qui ont été, qui sont tabassés, qui sont tués, et ils ont dans leur tête les travestis d'antan. Hein? Donc, les homosexuels efféminés qui se travestissent, qui en fait posent problème à personne, bah, quasiment personne du moins. Et c'est ça l'image que le public et même nos politiques retiennent. Mais le lobby actuel, c'est pas ça. Ce sont des mecs, bon, des pervers, sont des mecs qui ont des fétiches, sont des mecs qui supportent pas que les lesbiennes se réunissent entre elles, il y a des pédophiles, il y a un peu de tout. Mais en fait, pour moi, c'est un retour de bâton contre les femmes. Ils ne supportent pas que les femmes se réunissent, existent indépendamment d'eux. Et en fait, ce mouvement trans, je pense qu'ils se sont dit chic, hein, on peut donner libre cours à nos perversions. Hein. Bon, je ne veux pas quand même avoir l'air d'être une femme de droite, oh, les pervertis, je ne veux pas de pervertis, ce n'est pas du tout mon propos. Mais vraiment, c'est un mouvement foncièrement misogyne. Ils nous haïssent. Et je crois que ce n'est pas par hasard si au moment, juste au moment où les femmes commencent à avoir un petit peu de marge de manœuvre, on a des lois contre les viols, contre les violences, on a
on fait quelques petits progrès, aussi modestes soient-ils. Et du coup, on a ça. On nous fout des claques avec un mouvement qui se dit féministe, qui se dit pour les femmes, qui nous enlève le pouvoir même de nous définir en tant que femmes. Et c'est horriblement misogyne. On vit une époque misogyne parce qu'il y a la défense de la prostitution, la défense de la GPA. Donc, ça va de pair. Hein. C'est toujours le même discours. Les trois, ils vont ensemble. Et, euh, et je crois que, ben, moi, je ne suis pas dans la tête. Hein. C'est clair que je ne suis pas dans la tête, mais je pense que le lobby trans aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les travestis d'antan qui nous, grosso modo, nous foutent la paix hein, en tant que femmes hein, et se préoccupent et s'occupaient pas de nous. Il y a aussi eu des commentaires dans le chat sur l'autogynéphilie et le harcèlement des lesbiennes par ces hommes hétérosexuels qui se disent lesbiennes et qui veulent accéder au corps des lesbiennes. Il y a eu une question sur une incompréhension sur du coup qu'est-ce que c'est justement cette revendication à accéder sexuellement aux lesbiennes et, euh, et cette accusation en fait envers les lesbiennes qui refusent de coucher avec eux, évidemment, sinon elles sont accusées de transphobie. Enfin, on a ça beaucoup ici. Il y a le plafond de coton. Il y a une femme, en fait, au Royaume-Uni, qui est française, qui a fait un papier, un très bon papier en anglais là-dessus. On peut trouver sur le site de Women's Place UK. Elle s'appelle Angela Say Wild, wild comme sauvage. Elle a fait un papier sur le plafond de coton, c'est-à-dire le plafond de coton, le coton étant slip, hein. On ne laisse pas les mecs rentrer dans notre slip. Et c'est pas mal. Hein. Donc, je pense que le site australien Coalition of Activist Lesbians, je vais taper ça dans le chat. Voilà. Donc, je pense que ce site-là, ils ont le texte d'Angela. Mais mais c'est une manière rêvée pour eux en fait, de ne pas nous laisser tranquilles. Parce qu'avant, bon, on pouvait, c'était les violences sexuelles, c'était les agressions sexuelles, ils allaient dans le lieu non mixte, on avait un minimum de protection contre la violence. Maintenant, ils s'affichent comme femmes, on n'a plus de protection. En fait, en Australie, avec le changement de Sex Discrimination Act, on n'a plus le droit de ne plus laisser des mecs dans des lieux lesbiens ou dans des manifestations, des réunions ou des rencontres lesbiennes. On n'a plus le droit de les exclure. Et il y a un groupe l'année dernière qui a demandé à être dispensé de cette loi parce qu'on peut demander une dispense et ça a été refusé. Ils voulaient se réunir euh, pour lesbian, c'est pas de Lesbian Visibility, c'est le 8 octobre, c'est le Lesbian Pride. Bon, c'est le jour, la journée mondiale des lesbiennes, hein, et voulait faire quelque chose au Pride Center à Victoria, à Melbourne, et ça leur a été refusé. Donc, ils font appel, mais ces mecs, donc il n'y a plus de barrière. Ils ont accès à nous partout, partout, dans les prisons. Il y a eu des cas, y compris en Australie, où il y a des agresseurs, des violeurs sexuels qui ont été transférés dans des prisons de femmes. Donc, il y a un cas, une cause célèbre en Angleterre d'un type qui s'appelait Karen White. Je pense que son nom d'origine était Stephen, et c'était en 2017-2018. C'était une récidiviste en plus. Hein. Elle avait violé des filles et des femmes. Et il décide, hop, je vais devenir femme. Il y a le Transgender Review Board. Donc, il y a un conseil qui se réunit pour se pencher sur les questions des transgenres en prison, qui l'envoie dans une prison de femmes. Hein. Et devinez ce qu'il fait, le mec. Hein. Hein. Donc, il n'y a pas de prix hein, si vous devenez juste, parce que c'est tellement d'évidence ce qu'il a fait. Hein. En Californie, bon, on a la même situation. En Australie, c'est un peu au cas par cas, mais ça veut dire que bon, si un mec peut s'auto-identifier comme femme, il a accès à des femmes partout, partout où nous nous trouvons, y compris dans les refuges de femmes battues.
Et c'est grave. C'est grave. Mais pour eux, on enlève toutes les barrières, toutes les protections qu'on avait réussi petit à petit à faire imposer. Maintenant, ils ont tout enlevé. Voilà. Et je pense que la but, c'est ça, avoir accès aux femmes dans toute situation possible et imaginable. Mhm. Oui, ils ont tous les droits. Alors, il y a une question tout à fait intrigante pour moi, en tout cas. Euh, Question sur Tickle contre Giggle. Ah oui, oui, oui. D'accord. Ah, ça, Tico versus Giggle, on ne pourrait pas inventer ça. Tico, c'est chatouiller et Giggle, c'est ricaner. Donc, c'est chatouiller contre ricane. Donc, c'est chatouiller contre ricaner. Et bon, c'est le nom du procès. Hein. Donc, il y a un type qui s'est fait appeler Roxanne Tickle, donc chatouille, qui a porté plainte contre une appli de femmes créée par une femme qui s'appelle Sal Grover, qui s'appelait Giggle for Girls. Donc, bon, on peut aimer et ne pas aimer le nom, le problème n'est pas là. Mais c'est une appli où les femmes pouvaient parler entre elles. C'est une femme hétérosexuelle, elle n'était pas tellement féministe, hein, pas dans le mouvement féministe de longue date de toute manière, mais elle voulait créer un lieu de femmes où les femmes pouvaient parler, causer entre elles. Donc, un lieu virtuel, bien sûr, une appli. Donc, on lui a refusé accès parce que c'est un type, hein, et il porte plainte pour discrimination contre cette femme parce que, contre son entreprise et contre ça elle-même, parce on lui a refusé accès parce que lui, c'est une femme, hein, il a une identité de genre de femme. Et on ne peut pas discriminer contre lui. Donc, il y avait un jugement, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, interlocutoire, hein, donc un jugement préliminaire. Bon, c'était un petit peu comme l'instruction, si vous voulez par là, dans la Cour fédérale. Donc, c'est bon, la cour, la plus haute cour du pays, c'est la haute cour de justice et c'est un petit peu comme le Conseil d'État. Hein, pas tout à fait, mais c'est un petit peu comme ça. Donc, après, bon, dessous, il y a la Cour fédérale. Donc, devant la Cour fédérale, donc ce procès est présenté. Donc, le juge, lors de l'instruction, il décide que oui, le procès va continuer. Donc, il y a eu les arguments qui ont été présentés il y a 3-4 semaines de cela. Donc, le jugement sera rendu d'ici septembre, quoi. Donc, on attend le jugement. Et si cela joue en faveur de Sade, qu'il a le droit d'avoir cette appli et d'exclure ce mec, dans ce cas-là, le mec aurait, je crois, le droit de faire appel. Elle aussi, elle aurait le droit de faire appel. Dans quel cas, ça va devant la Haute Cour de justice et qui ne tranche que sur des questions constitutionnelles. Hein. Donc, ça va être... donc, ça veut dire qu'il faut interpréter la Constitution pour savoir si il n'y a pas dans la Constitution australienne sans discrimination de sexe. Hein. Ça n'existe pas. Donc, ça sera intéressant de savoir, mais il y a quand même une liberté d'expression et d'association qui est impliquée dans la Constitution, pas exprimée de manière claire. Mais la Haute Cour de justice, il y a des jugements précédents qui ont interprété certains articles de la Constitution comme protégeant une liberté d'association et d'expression. Donc, ça va jouer là-dessus un petit peu. Et bon, jouer aussi sur la différence entre vie privée et vie publique. Donc, légalement, c'est un petit peu compliqué. Elle n'est pas sûre de gagner. Et mais ce qu'il faut savoir avec ces procès, parce que ces mecs, ils utilisent des armes juridiques contre nous aussi, parce que dès qu'il y a une loi qui leur permet une petite marge de manœuvre, ils portent plainte contre nous, parce qu'ils sont très bien financés. Le type, il a eu quand même un don de 50 000 $ tout de suite, sans rien demander. Et il y a des assos qui sont très, très, très puissantes et qui ont beaucoup d'argent, qui financent le Lobby Transition, ils ont des sous, ils ont plein de sous. Donc, quand on porte plainte contre une femme comme ça qui n'a pas de sous,
Hein? Et bon, les femmes ne sont pas riches, donc il faut trouver une femme riche qui nous donne plein de sous, on n'a pas ça. Donc chaque fois qu'il y a un procès, c'est très difficile pour les femmes. Et un procès à ce niveau-là, ça coûte des centaines de milliers de dollars, c'est pas rien. Hein. Et donc, bon, les avocats, ils travaillent pas pour rien. Hein. Et puis, il y a des frais de la cour et parfois, il y a des dommages à intérêts à payer, etc. Donc, c'est une arme de taille utilisée maintenant par le lobby trans. Oui, la question justement, c'est quelles sont les associations qui financeraient le lobby trans? Et puis moi, ma question aussi, c'est les laboratoires. Qu'est-ce que ça leur apporte aussi tout ça? Qu'est-ce que ça rapporte? Ben, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir, ils s'intéressent au pouvoir. Et de toute manière, ce qui est clair dans les débats actuels, c'est que les femmes ne comptent pas, quelles que soient les allusions de bon ton. On a Macron qui s'exprime sur les violences faites aux femmes. En Australie aussi, on a notre ministre de Justice, notre Premier ministre. Il y a eu des manifestations dernièrement parce que le taux de meurtre de femmes par des hommes qu'elles connaissent, parce qu'en général, elles connaissent leur assassin, le taux, ça monte, pas en flèche, mais ça monte considérablement quand même. Et donc, c'est inquiétant. Donc, le ministre de la Justice s'est exprimé là-dessus, mais ce même ministre a été responsable des changements aussi dans le Sex Discrimination Act en 2013, hein, qui ont enlevé des protections faites aux femmes. Et ils ne voient pas, ou ils ne veulent pas voir, le lien entre ces deux choses-là, la manière dont l'un contredit l'autre. Donc, il y a toutes ces allusions de bon ton sur les violences faites aux femmes, mais après, ils ne font rien et ils font tout pour nous exposer à la violence. Donc, quel est l'intérêt de lobby trans? C'est le pouvoir, c'est la misogynie, c'est bon. Ben, il y a tous les fétichistes du coin, ils sortent du placard aussi. Hein, donc, il y a des fétiches. Moi, je porte des couches, il y a des pédophiles, il y a de types. Hein, je ne sais pas si vous savez, mais le type qui a inventé le drapeau trans avec le bleu et le rose et le blanc, en fait, c'est un fétichiste et était troublé sexuellement quand il mettait les vêtements de sa mère. Et en fait, il a écrit un mémoire là-dessus, hein. Il a écrit un mémoire personnel, hein, sur cette question-là, et c'est lui qui a l'origine du drapeau trans. Donc, vous voyez, déjà à l'origine, il y a ça dedans. Il y a pas Oui, mal de questions là dans le chat sur les femmes dans ce mouvement, parce que c'est vrai qu'on est complètement sidéré par à la fois, alors il y a plusieurs types de femmes, il y a ces femmes qui sont très très féroces, qui adhèrent complètement à l'idéologie et qui sont assez agressives quand on va attaquer cette idéologie. Et il y a aussi ces jeunes filles qui rentrent dans le mouvement, enfin qui décident qui décident entre guillemets de transitionner. Comment tu peux expliquer ça en fait? bon, alors c'est une question qui a plein de facettes, qui est complexe. Je crois, dans un premier temps, pour les filles qui veulent transitionner, parce que pour moi, un mec qui transitionne et une fille qui transitionne, c'est pas du tout la même chose. On sait, on est tout, en tant que femme, on sait ce que c'est que de grandir de sexe féminin dans cette société. On est trop grande, on est trop petite, on est trop grosse, on est trop maigre, on n'est pas comme il faut, on est trop extraverti, on est trop introverti, on est trop intelligente, on n'est pas assez intelligente. On n'est jamais, ça colle jamais, on n'est jamais ce qu'il faut. Il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, on est mal dans sa peau. Hein? Et bon, il y a certains qui sont plus mal dans leur peau que d'autres, hein, évidemment. Donc, c'est pas bien d'être, bon, en ce moment, être la petite fille un petit peu Jules, un petit peu pas comme il faut, un petit peu qui n'est pas belle, qui n'est pas mignonne. Bon, ça, c'est pas bien, hein. Mais c'est très cool d'être trans. Dès qu'on s'affiche comme non-binaire et trans, c'est hyper cool, hein. Tout à coup, on est très populaire, on a la cote. Hein? Donc ça joue énormément. C'est la contagion sociale, c'est cette pression des pairs, de tous les médias autour, des réseaux sociaux, etc. Il n'y a que ça. Hein?
Donc, les filles, et en plus, il y a on apprend à haïr notre propre corps aussi. Donc, on ne veut pas avoir ses règles, on ne veut pas devenir femme parce qu'on sait ce que c'est dans notre société de devenir femme. Donc, on cherche à ne pas devenir femme. Hein, donc, bon, c'est la raison, une des raisons pour lesquelles les filles deviennent anorexiques aussi. Donc, c'est la maladie mentale, ne l'oublions pas, qui est la plus meurtrière. Hein, c'est l'anorexie. Et c'est surtout les filles qui en souffrent. Donc, il y a aussi des filles qui se disent trans, qui sont anorexiques. Mais on a vu aussi, et maintes études l'ont démontré, et le rapport Hillary Cass, le rapport Cass qui a été publié au Royaume-Uni il y a quelques semaines de cela, c'est le rapport final, mais il y a un rapport, un premier rapport qui a été publié il y a un an ou deux de cela, mais il y a un deuxième qui est sorti. Et c'est le rapport final. Et là, c'est très clair. Hein. C'est très clair. Il y a des comorbidités, donc des problèmes d'anxiété, des traumatismes liés à des violences sexuelles, à homophobie ambiante, à autisme, des problèmes d'autisme, des problèmes d'autres, d'hyperactivité, d'autres problèmes qui ne sont jamais pris en compte. On ne se penche pas sur d'autres problèmes. Donc, il y a un pourcentage important, très important de filles qui présentent qui se disent trans et un pourcentage important qui sont autistes. Donc, mais on ne se penche pas sur cela. Hein? Donc, on se penche sur les questions. Et c'est un mouvement normatif aussi. Bon, si on ne rentre pas dans les normes, il faut être normalisé en tant que. Ben, en fait, si on ne peut pas être normalisé en tant que fille, il vaut mieux être transformé en garçon. Et n'oublions pas que la diagnostic de la dysphorie du genre, à laquelle se fient bon, les médecins du monde occidental et une bonne partie de l'Amérique du Sud aussi, c'est DSM-5, donc Diagnostic and Statistical Manual 5, ça c'est états-unien. Et le diagnostic de dysphorie de genre, il y a des critères auxquels la personne dysphorique doit répondre. Et tous les critères sont foncièrement sexistes. Donc, les petits garçons qui aiment bien jouer avec les poupées, les petites filles qui aiment bien jouer avec les camions et les trains, c'est que des conneries comme ça. C'est vraiment, c'est à ce point grossier, pas grossier, mais gros. Et donc, si on ne répond pas à des stéréotypes hein, qui seraient associés à notre sexe, dans ce cas-là, on est, pas bien, on est dysphorique, on doit être trans. Donc, pour les filles, je pense que devenir trans, c'est échapper à ces stéréotypes, c'est échapper, et bon, il y a peut-être la lesbophobie intériorisée. Il y a Keira Bell au Royaume-Uni qui a porté plainte contre les médecins contre Tavistock, je crois, la clinique notoire à Londres, parce qu'elle estimait qu'elle était trop immature pour bien comprendre ce qui se passait. Et elle dit maintenant que c'était la lesbophobie intériorisée qu'elle avait poussé à agir comme ça. Donc, je pense que ça joue beaucoup, beaucoup pour les filles, hein, moins pour les garçons. Et il y avait une autre volet de la question que j'ai complètement oubliée. Oui, ben en fait, c'est ces autres femmes-là qui sont pas du tout en transition, mais qui vont soutenir bec et ongle leurs copains, quoi. Be kind, be kind. Soyez gentils, les filles. Il faut être gentil. Il faut inclure tout le monde. Il faut inclure les pauvres petits chiens-chiens, les tout petits chiens-chiens qui sont très malheureux. Il faut les protéger, les pauvres petits chiens-chiens. C'est un peu ça. Hein? C'est un peu ça. Il faut inclure tout le monde. Il faut être gentil. Il faut être bon. Il faut remplir notre devoir de femme. Il faut protéger tout le monde. Hein? Donc, il faut lutter pour tous les autres, il faut protéger tous les autres avant de nous protéger nous. Hein? Et c'est un petit peu le discours que beaucoup de nanas ont intériorisé. Et Enfin, elles sont gentilles avec tout le monde, sauf avec nous quand même, hein, parce que Ah oui, pas exactement ça, mais sauf avec elle-même aussi. Sauf oui, avec oui, oui. elle-même. Parce que bon, s'il n'y avait pas de... Bon, on disait à une époque hétéro-collabo, hein, bon, je remonte dans les annales du lesbianisme radical, mais bon, on disait quand même que les femmes hétérosexuelles elles collaboraient avec l'ennemi mâle. Hein. Qu'on aime l'expression ou pas, il y a un peu de ça. Il y a la collaboration
pour mieux s'en tirer, pour mieux se positionner. Il y a un peu ça aussi. Je ne dis pas que c'est conscient, c'est inconscient sans doute, mais bon, elles savent très bien de quel côté est le pouvoir, ces nanas. Elles savent très bien. Donc le pouvoir n'est pas de notre côté. Donc c'est aussi, bon, c'est de be kind. Hein, be kind, et bon, c'est les très opprimés, et bon, c'est la cause du moment. Bah, il y a d'autres causes du moment qui vont avec, mais je ne vais pas rentrer dans cette discussion-là parce que c'est une discussion qui va polariser, qui est très polarisée, et vous savez de quoi je parle, ce qui se passe au Moyen-Orient. Hein? Donc, c'est un petit peu dans la même logique. Hein? Je ne dis pas que la cause n'est pas justifiée, elle est justifiée, mais bon, c'est un petit peu la réaction, réflexe, il faut protéger les opprimés sans trop réfléchir à ce que c'est que les opprimés, pourquoi ils sont opprimés, ce qui les opprime, et comment faire pour faire en sorte que la justice règne. Et ce que ces femmes ne comprennent pas non plus, c'est que, bon, non seulement ils font violence et font violence aux autres femmes et aux filles, mais le lobby trans, il n'y a aucun autre groupe qui demande des droits, hein, aux dépens des droits des autres. Hein. Si les Palestiniens veulent un État, c'est pas, certains pour Hamas et pour d'autres, peut-être, ils veulent détruire l'Israël, mais la plupart des Palestiniens, ils veulent vivre en paix. Hein. Ils veulent vivre en paix à côté de l'État d'Israël, ils ne veulent pas tout ça. Hein. Donc, c'est raisonnable. Si les femmes veulent des droits, ce n'est pas pour que les hommes n'aient pas de droits. Hein. On veut des droits pour nous, on veut qu'on nous foute la paix, on veut être en sécurité, on ne veut pas avoir peur des violences, etc., etc., etc. Il n'y a que les trans. Il n'y a que les revendications des droits des trans qui impliquent que les droits des autres seraient écrasés, qu'on enlève des droits aux autres. Et il n'y a que. Donc, et c'est ça que ces femmes, et c'est frustrant, elles ne comprennent pas cela. Elles ne comprennent pas que, en fait, en marchant à fond dans ce discours-là, elles sacrifient leurs propres droits. Et c'est ça, ça nous ramène en arrière. C'est un mouvement réactionnaire, misogyne, hétérosexiste, tout le monde, mais ça nous ramène en arrière. C'est grave, je trouve. Tout à l'heure, il y a eu une question qui était en lien avec les masculinistes. Est-ce qu'ils ont des alliances avec les masculinistes en Australie? Les masculinistes, ben c'est quoi pour vous les masculinistes? Parce que les masculinistes, ça peut être quasiment tous les mecs, hein, donc, ainsi que certaines femmes. Donc, c'est large, c'est une idéologie des masculinistes. De quoi vous Oui, parlez exactement? oui, oui. C'est Est-ce qu'il y a ceux des qui... mouvements masculinistes comme les droits des pères? C'est de ça que vous parlez? Je ne sais pas de quoi exactement vous parlez. On a ça, on a les droits des pères, on a tout ça, oui. Oui, Les Ben, incels. moi, je pense qu'ils ne marchent pas du tout dans ces mouvements-là parce que les droits des pères ils sont vus tout de suite comme des mouvements de droite, voire d'extrême droite. Et le lobby trans veut s'inscrire comme un mouvement progressiste de gauche qui est contre l'extrême droite. Et on nous traite, vous le savez très bien, de fachos. bien sûr. Et c'est pour ça aussi, Marie, quand tu as écrit l'autre jour, parce qu'il faut être clair, hein, dès qu'on fait la cour aux fachos, qu'on laisse les fachos nous faire la cour, donc on a perdu la bataille d'avance, hein, parce qu'on n'est pas des fachos, on nous traite de fachos, on n'a pas à être sur la défensive tout le temps, mais il faut être quand même clair sur nos positions politiques. Donc, les trans, bon, ils ne sont pas clairs, hein, et ça ne dit pas avec l'extrême droite. Mais ils nous traitent d'extrême droite. Et Justement, ça les arrange. il y avait une question justement dans le chat sur le livre Transmania dont tu parles, sur lequel j'ai écrit quelque chose, Ouais. de Marguerite Stern et Dora Muto. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai pas lu le Tu as un livre, peu donc je répondu. ne peux pas le commenter. J'ai lu bon, ce qui se passe. Je me suis penché quand j'ai vu ta intervention dans le cadre de la liste de l'Observatoire, Marie, j'ai, je me suis un peu penché sur la question. Effectivement, bien, Marguerite Stern a donné les entretiens à TV Liberté, qui est, bon, c'est l'extrême droite. Hein. Donc, elle tient des propos sur l'immigration, comme le fait maintenant la jeune Mila. Hein.
Vous vous souvenez de l'affaire Mila de 2020? Même histoire. Donc, il y a des, comme Nemesis, comme d'autres. Donc, il y a une sorte et marche complètement dans un discours raciste, dans un discours anti-immigration, dans un discours d'extrême droite, parce qu'il n'y a que les musulmans qui nous font mal, évidemment. Il y a les mecs bien catho, ou bien laïcs, ou bien, eux, ils en sortent indemnes. C'est comme si, bon, il n'y avait que les musulmans qui étaient les méchants. Non, mais c'est n'importe quoi. Et justement, pour continuer sur cette histoire de gauche, de droite, comment ça se fait que, alors on a vu les féministes, enfin pas les féministes, les jeunes femmes, pourquoi elles soutiennent ce mouvement, il y a l'éducation à être gentille, etc. Mais comment ça se fait que la gauche, pas que, si on peut encore appeler ça de la gauche, soutient massivement ce mouvement en fait? Je crois que les politiciens, en fait, ils digèrent la pilule qu'on leur donne, hein, donc ils avalent gentiment la pilule qu'on leur donne. Il y a des lobbies, il y a des questions de pouvoir, d'argent, et des questions, parce que de toute manière, les politiques, qu'est-ce qui les préoccupe? C'est les élections, c'est le vote, c'est avoir le pouvoir, c'est être élu. Hein. C'est ça ce qui les préoccupe, c'est ça qui les intéresse. Et il faut convaincre les gouvernements que, bon, si vous voulez rester au pouvoir, il faut nous écouter. Et on n'a pas encore ce rapport de force. Je pense qu'on va l'avoir, hein, mais on n'a pas encore. Donc, mais je pense que la transition des enfants, ça va être dévoilé dans les années à venir quand on a des plus grands scandales médicaux hein, de notre époque. Hein. C'est un gros scandale hein, ce qu'on fait aux enfants, donc aux jeunes. C'est pareil, parce que des séquelles, bon, vous êtes au courant des séquelles des bloqueurs le plus pâtés, des hormones, de la chirurgie, etc. C'est des mutilations. Donc, c'est quand même assez grave et on fait ça aux mineurs, des personnes qui sont vraiment pas, qui sont très très jeunes, qui comprennent pas vraiment, qui sont pas à même de comprendre ce qui se passe. Donc, vous êtes au courant. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais pour les politiques, ils avalent la pilule et ils ne cherchent pas à comprendre. Quand on a fait campagne auprès des politiques, et la plupart, ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien, ils ne sont pas du tout au courant, ils n'en savent rien. En Australie, il y a les politiques maintenant qui disent plein, les gouvernements travaillistes dans les États d'Australie, quand on leur pose la question directement, et le rapport casse au Royaume-Uni, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben c'est pas comme ça, c'est pas comme ça ici, ça se passe pas comme ça. Ils sont dans le déni total parce que c'est exactement comme ça que ça se passe. Maple Leaf House en Newcastle, Royal Children's Hospital en Melbourne et d'autres cliniques de genre en Australie, c'est exactement comme Tavistock. Donc, c'est exactement la même chose. Mais ils sont dans le déni. Non, mais c'est pas comme ça ici. Ça se passe pas comme ça ici. C'est, hein, je veux rien entendre, je veux rien voir. Donc, et même s'ils veulent entendre et voir, ils sont mal informés. Ils sont mal informés. Ils sont informés. Bon, c'est évidemment ceux qui ont le plus d'argent, qui ont les lobbies les plus efficaces, qui ont des sous pour embaucher et Equality Australia, qui est une organisation pro-trans, qui s'appelle Égalité Australie, euh, qui a des sous, qui a embauché une personne dont le rôle est de chercher les discours anti-trans en ligne et de les documenter. C'est le rôle, et c'est un salarié à plein temps. On n'a pas de sous pour envoyer des salariés à plein temps. On a du mal en tant que bénévole à faire ce qu'on fait. Donc, et si je n'étais pas à la retraite, je ne pourrais pas faire tout ça non plus. Hein. Si je n'étais pas à la retraite, dans mon ancien travail d'universitaire, j'ai travaillé quand même des semaines de 70 heures. Donc, il faut avoir le temps pour faire ça aussi. Donc, c'est l'argent qui parle. Aux politiques, c'est l'argent qui parle. Et on le sait très bien. Et les politiques, bon, ils sont démagogues. Donc, ils vont faire la cour des personnes qui vont influencer les gens qui votent. Et la plupart, le grand public, ils ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe à ce niveau-là. Ils pensent que ce n'est pas leur problème, ou les politiques, et peut-être que certains sont sincères. Il y en a qui pensent sincèrement que c'est vraiment un petit problème, que ça n'a pas d'impact plus large, parce qu'ils ne voient pas. Ils ne donnent pas le temps de voir. Parce qu'il faut savoir que les politiciens, ceux qui adoptent des lois, c'est pas eux qui préparent les textes, c'est pas eux qui font la recherche. Bon, il y a des personnels qui leur filent hein, les dossiers et après, bon, et on leur dit comment il faut voter et après ils votent.
hein, comme les Playmobil de Macron, mais c'est un peu ça, hein. Donc, ils n'ont pas de temps physiquement, hein, d'une part, et peut-être pas l'envie non plus d'aller chercher dans les dossiers, d'aller lire à fond les textes, etc. Ils ont un personnel pour ça. Et si le personnel marche à fond dans le lobby trans, alors après, le lobby trans aurait gagné. C'est complètement Il y avait sens. plusieurs questions mais comment ça se fait qu'ils ont, en quelques années, pris autant de pouvoir? Enfin, c'est hallucinant. Parce que quand même, le mouvement féministe, il a fallu quand même du temps pour qu'on se fasse entendre. Même les gens de gauche, ça n'a pas été direct qu'on dise, oh là là, les pauvres femmes, tout ce qu'elles subissent. Mais là, en fait, ce mouvement-là, ils ont réussi en quelques années à faire accepter à tout le monde quasiment, enfin pas à tout le monde heureusement, mais à plein de gens, que c'était les plus opprimés du monde. Mais comment ils ont fait? Bah, et je peux avancer une analogie qui n'est pas tout à fait juste, parce que les conséquences étaient bien plus graves, mais ce sont des mouvements au fond fascisants, hein. Et donc les conséquences n'ont pas la même envergure. Mais si on regarde les mécanismes de la propagande fascisante, à la manière dont ça fonctionne, il faut déjà un bouc émissaire, hein. Il faut une victime et un bouc émissaire. Ça, c'est d'une importance capitale, c'est central. Après, il faut développer un discours autour, et ça serait pas mal de relire 1984 de George Orwell, parce qu'en fait, c'est le haut, c'est le bas, l'ignorance, c'est la force, la guerre, c'est la paix. Donc, il y a une sorte de double speak, hein, de double think, de double pensée, qui fait que les mots veulent dire le contraire de ce qu'ils veulent dire en réalité. Donc, maintenant, un homme, c'est une femme, hein, par exemple. Et donc, il y a une sorte de propagande, et moi, je trouve que c'est vraiment dans la logique fasciste. Et bon, ça marche, une merveille, on a vu, hein, on a des exemples historiques et actuels, ça marche. Hein? Il faut un bouc émissaire, il faut une victime, il faut un public qui est un peu bon, qui a des problèmes dans son quotidien ou qui s'en fout un peu parce que bon, il y a un public bon, parce que la plupart du public, ils veulent pas savoir, ils vivent leur petite vie, ils ont leurs petits problèmes, ils veulent rien savoir. Donc, c'est comme ça aussi que ça marche, ce discours-là, parce que la plupart de la population ne veut rien savoir, parce qu'ils ont d'autres préoccupations. Donc, ils font comme si. Et comme j'ai dit, c'est une analogie que j'utilise avec quelques mises en garde, parce que la logique est la même, mais les conséquences, pour l'instant, heureusement, ne sont pas les mêmes. Juste une dernière question, Bronwyn, parce que justement, à un moment dans le chat, il y en a qui disent, mais c'est terrible cette question du lobby trans, et c'est tout à fait mondialisé. Et moi, je veux juste savoir si tu peux éventuellement nous dire quelques mots sur le pays qui est pas loin du continent australien, la Nouvelle-Zélande. Est-ce La qu'il y nouvelle, a des... Bah, je n'y vis pas, donc même si on est voisins, les Français ne vivent pas en Suisse, vous n'êtes pas forcément au courant de tout ce qui se passe en Suisse. Donc, comme vous n'êtes pas forcément au courant de tout ce qui se passe en Suisse, moi, je ne suis pas forcément au courant de tout ce qui se passe en Nouvelle-Zélande. Mais Est-ce qu'il y aurait des liens des... oui, en fait, il y a un WDI Australie-Nouvelle-Zélande, donc on se parle sur ces questions-là. Mais bon, sur ce qui se passe politiquement, on sait que l'ancienne Premier ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, elle était complètement pro-trans, hein. Ça va dans la ligne travailliste. Mais je veux revenir sur la question du mouvement mondial, parce qu'il y a un autre problème auquel on fait face. Et c'est pour ça que je dis jamais l'idéologie du genre, parce que l'extrême droite utilise cette expression en Europe et ailleurs, hein. Donc, quand on dit idéologie du genre, hein, c'est tout de suite, c'est une expression de l'extrême droite. Donc, je n'utilise pas, j'utilise idéologie de l'identité de genre ou transgenre. Mais je précise, parce que pour l'extrême droite, idéologie de genre, c'est le féminisme, c'est les gays, c'est les trans, c'est tout le monde dans le même sac, hein. Et mondialement, il faut faire attention aussi, parce que si on prend un pays comme l'Ouganda, par exemple, où les homosexuels sont horriblement opprimés et cherchent l'asile en France, entre autres, hein, et bon,
ils prennent la défense parfois aussi des trans qui seraient opprimés. Donc, mais parce que le contexte est très différent. Donc, il faut faire attention quand on parle de mouvement mondialisé. Bah, il y a une globalisation quand même de la logique LGBTQ, sous pas l'alphabet, là, mais ça vient tout droit des États-Unis, on le sait. Mais il faut faire un petit peu attention quand même parce que ce qui me fait en fait le plus, ce qui me gêne le plus dans ce mouvement mondialisé, il y a des autochtones ou il y a des travestis, ça faisait partie de la culture autochtone, comme aux Philippines, comme en Thaïlande, comme en Inde, etc. Et maintenant, ils s'identifient comme trans. Et ce n'était pas du tout le cas auparavant. Donc, il y a cette globalisation de ce mouvement-là qui infecte un petit peu hein, des milieux LGB dans d'autres pays. Je trouve ça assez grave et c'est navrant parce que bon, aux Philippines, par exemple, il y a des backlash, ce sont des mecs qui sont efféminés, qui s'habillent en femme et tout le monde le sait, ils sont acceptés, c'est comme ça. Mais maintenant, ces mecs, ils se disent trans. Ils n'étaient jamais trans auparavant. Donc, ça, je trouve grave, mais on sait aussi que dans des pays où il y a quand même un antiféminisme, une homophobie quand même virulente, hein, dans beaucoup de pays arabes, dans beaucoup de pays africains, dans une bonne partie de l'Asie aussi. Le contexte est différent, donc les luttes s'expriment de manière différente aussi. Donc il faut faire un petit peu attention quand on parle de mondialisation. Merci. Ça va bientôt être la fin et du coup, malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Je ne sais pas, Marie-Noël, mais par contre, j'aurais quand même aimé te poser cette question qui a été posée. C'est du coup, quelle stratégie à la fois face aux femmes, à ces femmes-là, du coup, qui adhèrent complètement, face à la gauche, et puis quels axes, en fait, sur quels axes on peut agir? Bon, c'est une question qu'on se pose tout le temps. Et bon, on peut répéter la même chose éternellement et espérer un résultat différent, mais en même temps, comme l'a dit Christine Delphi, et bon, je ne suis pas d'accord avec Delphi sur beaucoup de choses, notamment sur le foulard, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais Delphi a dit une fois, on est condamné à se répéter. En tant que féministe, on est jeté aux oubliettes de l'histoire, nos luttes sont jetées aux oubliettes, donc on est obligé de tout recommencer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, le dialogue est important, se faire entendre, écrire des choses, parler avec des gens. Il y a des femmes dans la campagne en Nouvelle-Galles du Sud, on était plusieurs groupes, il n'y avait pas que nous, hein, et il y a des nanas qui allaient differ des tracts. Et certains mecs gays aussi qui allaient differ des tracts dans les centres commerciaux, par exemple, où il y avait plein de monde. Et en fait, il y avait une écoute. Et la plupart des gens n'étaient pas du tout au courant de ce qui se passait. Et en fait, ils étaient plutôt de notre côté. Donc, le dialogue, c'est très important, le dialogue avec des jeunes aussi. Dans les profs, je pense que les profs jouent un rôle très important. Et c'est maintenant que les syndicats des professeurs et des universitaires aussi, eux aussi, marche à fond dans la logique du lobby trans. Et c'est moi j'ai grandi, moi, je suis fille d'un syndicaliste, je suis fille d'un secrétaire général de syndicat, donc j'ai grandi syndicaliste. Pour moi, on est syndiqué quand on respire, hein. Mais voir que les syndicats prennent cette ligne-là, et surtout dans l'éducation, c'est tellement important pour les enfants d'avoir une ouverture, d'avoir accès à d'autres idées et non pas à une indoctrination. Et ce qui se passe, c'est l'indoctrination. Donc, il faut travailler sur le système d'éducation. Pour nous, en Australie, il faut travailler pour faire changer le Sex Discrimination Act, la loi fédérale qui permet toutes les autres lois au niveau des États. Et ben, il faut continuer, il faut persévérer. Hein? Ben, on rêve si on pense que du jour au lendemain, ça sera résolu. On ne sera pas résolu du jour au lendemain. Il a fallu combien de décennies, combien d'années, combien de souffrances, combien de campagnes pour que les femmes aient le vote. Hein? Et le vote, bon, maintenant, on sait à quelle fin le vote est détourné aussi. Et bon, le vote, ça correspond à quoi maintenant? Donc, parce qu'on n'a pas de démocratie qui est vraiment euh, participative. Hein? C'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est pas pour autant qu'il faut laisser tomber, qu'il ne faut pas donner de valeur à ces acquis, mais il faut lutter pour les garder parce qu'on
Une amie m'a dit une fois qu'on ne lutte pas, et c'est assez déprimant de le dire, mais parfois on ne lutte pas pour avancer, on lutte pour ne pas reculer. Et en ce moment, on est en train de reculer. Et on lutte pour garder la tête hors de l'eau. Et on est dans une période où on lutte pour garder la tête hors de l'eau. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Il faut se rendre compte que c'est comme ça. Et il faut garder la tête hors de l'eau parce que comme ça, on peut continuer à respirer, à nager, à faire des choses, à parler. Parce que bon, si on se laisse submerger, on ne dit plus rien. Et puis après, les jeunes, hein, qu'est-ce qu'ils Oui, ont? absolument, Grenouille. Une participante dit on ne veut pas perdre nos droits. On ne veut pas les perdre. Est-ce qu'on arrive à la fin de ce webinaire? Est-ce qu'il y a d'autres questions, Marie, ou est-ce que je conclue? Dis-moi. Il y avait juste une question, est-ce que le film de Sophie Robert est connu en Australie? Ah, mauvais genre. Mauvais genre. Non, je pense pas, mais moi je l'ai pas vu, mais je ne pense pas, mais Yes, c'est un pays anglophone quand même où on parle pas très très peu français. Oui. c'est juste. Eh oui, on a la chance d'avoir Sophie Robert en France. On a tout de même le plus grand festival de films français en dehors de la France, en Australie, hein. Donc c'est un très grand festival de films français, mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir tous les films du genre que montre le festival Résistance, par exemple, à Paris, et on va pas forcément avoir ces films-là. Donc, Il est en train d'être traduit, le Le film film. est en train d'être traduit mais quand en il anglais, pas en sera, chinois. Euh, peut-être, mais quand il sera sous-titré, peut-être, ouais. Oui, Peut-être oui. qu'il sortira Surtout en que c'est le cinéma deuxième d'art volet, hein. illimité. C'est le deuxième volet. Ouais. Et le troisième est en préparation. On a la chance d'avoir Sophie Robert avec nous. Alors, Marie, est-ce que on Bah arrive à la écoute, fin? oui, Oui. je pense qu'on arrive à la fin. Merci beaucoup. Et merci tout le monde d'avoir participé. Et merci pour tous vos commentaires et vos questions. Je n'ai pas eu le temps de tout lire, mais j'apprécie beaucoup votre feedback et vos questions. Donc, s'il y a d'autres qui sont dans le chat, je pense que le chat sera sauvegardé. S'il y a quelque chose, s'il y a une remarque ou une question qu'on n'a pas prise en compte, on peut le faire par la suite, par écrit peut-être. Bien sûr. Bah, merci, hein, Bronwyn, de ta présentation et de tout ce que tu nous as apporté comme information et analyse. Alors, je rappelle à tout le monde que notre prochain webinaire aura lieu le 2 juin. Et donc, vous recevrez, comme chaque fois, une invitation par mail. La vidéo sera bien sûr diffusée sur YouTube. Vous recevrez également un lien par mail et vous pourrez la diffuser et la revoir. Nos premières vidéos sont déjà sur YouTube, Tube, bon, comme vous voulez, tapez WDI francophone ou Nous Femmes. Et je vous rappelle que vous pouvez signer et partager la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe sur notre site du WDI, womensdeclaration.com, tout attaché. Et donc, je vous dis à dans un mois. Et encore merci, Bronwyn.